avec Gérald Chéreau, bonjour. Bonjour. Donc on va parler de ta vie, Gérald, de ce que tu écris, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es basé à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence, en tout cas pour l'instant. Hein, depuis 13 ans, ouais. Ouais, puisque ta vie était pas mal marquée par des mondes différents, on pourrait dire. Un petit peu, ouais. Et on va aborder ces mondes, ce morceau de vie, et puis quelques-unes de tes poésies, de tes œuvres, de tes coups de gueule, de tes réactions, tes ressentis, quoi. Sachant que en fait c'est ta principale activité, si j'ai bien compris à l'heure actuelle, d'écrire. Ouais, pratiquement, ouais, mais enfin, comme j'ai déjà dit, je fais pas que ça, quoi. J'écris, mais je fais pas que ça. Ouais, tu fais quoi d'autre? Bah, je joue au foot, je fais les courses, je fais à manger, enfin bon, bref, je vis seul depuis le décès de ma femme, donc j'ai tout à faire, quoi. Ouais. Vraiment tout à faire, quoi. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est lire une poésie qui ramène peut-être au moment présent, et puis après on redéroule le fil à l'envers sur un peu les différentes étapes de ta vie. Si tu veux, Alex? Je sais pas laquelle on peut prendre. Choisis, fais-toi plaisir. Il y en a 40. Il y en a 40, c'est l'embarras du choix. Dégoûté, c'est pas mal, dégoûté. Dégoûté, c'est ouais, dans l'album attends, juste. Instantané ou... C'est l'album Instantané. Qui est le dernier, non? Le dernier album. Attends. Il y a aussi Tranche, Fugacité et... Instantané, t'en as fait. Dégoûté. Voilà, Dégoûté. Tu lis ou oui, tu lis? Je lis, puis ouais, on alternera, t'en lis un, j'en lis un. Donc, Dégoûté, je bois un Ricard, je fume un pétard, j'écoute distraitement Like a Hobo. Mon chien fait le beau. Je branche la télé, de la véritable daube, du crépuscule jusqu'à l'aube. Même pas un connard à qui donner un rencard. Je suis dégoûté, je vais me pieuter, ma gonzesse dort. Dommage, j'aurais bien copulé. Je me branle comme un con, m'imaginant lécher un fion. Il fait nuit au dehors. Dans un ultime spasme, j'éjacule, j'ai de la purée plein les paluches. Me prend l'envie de pisser, je me lève en grommelant d'un pas chancelant. Direction les WC. Je me soulage, je pisse comme une vache, 3 heures du matin. C'est pas encore le chagrin, mais il traîne un arrière-goût d'amertume. Reprendre le bitume, tailler à nouveau la route, un jour, sans doute. Dégoûté. Il y a des heures sans doute plus propices que le moment midi et demi du déjeuner pour lire ça, mais voilà, c'est un morceau de vie qui parle à tout le monde parce que tellement il est cru mais terriblement humain. Bah, c'est ce que j'écris, quoi. Moi, j'écris pas du Montesquieu, j'écris pas du Montesquieu, j'écris pas du Voltaire, je suis pas un philosophe, j'écris ce que je pense, quoi. Ouais. Tu as fait allusion une fois à Bukowski, non? Bukowski, parce qu'on m'a dit, j'ai lu Conte de la folie ordinaire cet été, par mon hospitalisation à la Tour. Et franchement, c'est un dément, ce type, c'est un fou furieux, quoi. Ouais. Bukowski, c'est un géant, quoi. C'est un seigneur, ce type. Ouais, c'est vrai que c'est fantastique, c'est fort, quoi. C'est très fort, je me rappelle. Ça va peut-être pas durer, on sent que le mec il va peut-être pas vivre longtemps, mais c'est fort. Mais quand on déguste jusqu'à 70 ans, ça va. Malgré tout. Ouais. Ça va, quoi. 70 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'un homme. 70-75 ans, et pourtant il a mis dedans. Oui, pourtant il manquait pas d'intensité, mais il faut que tu parles près du micro. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, Alex. Ce que tu dis. Ouais. Oui, Bukowski ne buvait pas que de l'eau et des sodas. Ouais, toi non plus, hein. Moi j'ai arrêté de boire il y a 18 mois. Ah oui? Depuis le 25 juillet, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Et pourquoi? Depuis le 25 juillet 2016. D'accord. Parce que ça rendait ma femme malheureuse, donc j'ai décidé d'arrêter de boire pour plus que ça la rende malheureuse, quoi. Tu parlais d'hôpital psychiatrique où tu as fait un séjour. Oui, cet été, j'ai fait différents séjours dans différents hôpitaux psychiatriques en France, en Angleterre et aussi au Sénégal. Je suis un psychiatrisé international. Mais cet été, pendant le décès de ma femme qui est tombée dans le coma, j'ai demandé d'être hospitalisé à la Tour parce que j'étais à bout, quoi. D'ailleurs, ça m'a un désespoir, quoi, à ce moment-là. Quand on vous annonce que votre femme va mourir, qu'elle est dans le coma, qu'il n'y a aucune chance, quoi. J'ai plutôt que péter un plomb tout ça chez moi, je préfère être hospitalisé en psychiatrie, quoi. Ah oui, là, tu étais de toi-même, en fait. Oui, j'ai demandé, oui. Ouais. Pourtant, je m'étais juré de ne plus jamais aller en psychiatrie. Je m'étais juré de ne plus aller de moi-même en psychiatrie. J'étais tellement à bout, mais tellement à bloc, mais tellement calu, que ma femme était en réanimation dans le coma que j'ai demandé d'être hospitalisé, quoi. Ouais. Et donc à Digne, Digne-les-Bains, qui est un endroit connu, la Tour, ouais. Et là, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien, si je peux dire, ma femme est morte pendant que j'étais hospitalisé, mais de toute façon, je le savais qu'elle allait mourir.
Mais, franchement, des gens charmants, adorables, personnel vraiment compétent, psychiatre, infirmier, rien, vraiment un 4 étoiles. Ouais. La tour, vraiment, je suis tombé sur une psychiatre formidable, psychiatre des gros tas de merde. Ouais. Mais à la tour, c'est un 4 étoiles. Franchement, Ouais. tous les gens qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes mentaux, allez à la tour. Ouais, mais en fait, ça dépend, je crois. Ça dépend aussi sur qui tu tombes là. Apparemment, Moi, je suis tombé sur une psychiatre géniale. Moi, franchement, je peux pas le dire, ma psychiatre à la tour est une personne géniale. Ouais, on peut peut-être dire qui c'est, non? Je sais pas. Ouais. Bah, ça me gêne c'est peut-être un peu délicat. Ça me gêne un peu, quand même. Ouais. Mais franchement, elle travaille au pavillon Artaud, Claudel. Ouais. C'est de la psychiatre du pavillon Artaud et Claudel. Si vous avez un problème, vous vous adressez à elle. Franchement, elle est vraiment tip-top. Et tout le monde le dit. Tout le monde, même Abdou. Ouais. Même Abdou. Abdou, le plus célèbre psychiatrisé de Fort-Calquier. Enfin, le plus célèbre. En tout cas, c'est mon pote Abdou, quoi. En tout cas, il est connu. Je lui ai laissé ma radio quand je suis parti. Il était heureux comme un gamin. Ah ouais, c'est bien. Et quand ma femme est morte, tu pleurais dans ses bras. Ah voilà. Non mais Abdou, quand il est en forme, c'est un bonheur. Et il peut même être en forme à l'hôpital psy. C'est le paradoxe. C'est le but du jeu d'être en forme à l'hôpital, quoi. Si tu vas à l'hôpital, c'est pas être en forme, autrement c'est pas d'aller à l'hôpital, quoi. Oui, c'est vrai que ça peut aider. Hein. Ouais. Ah bah, ça, moi, ça m'a Toi, en tout cas, ça t'a... Pour la première, enfin, j'ai fait des années de psychiatrie, mais pour la première fois, ça m'a fait du bien d'être à l'hôpital à HP, quoi, parce que là, franchement, je traversais un mauvais quart d'heure, quoi. Ouais. Et là, c'est le mélange, le truc qui joue, c'est un mélange de bien évaluer les médicaments, les équilibres des molécules et tout ça d'un côté, et de l'autre une présence humaine et compétente psychiatrique. Tu veux que je t'explique la psychiatrie? Enfin, T'as déjà fait de la psychiatrie? Non, j'ai pas eu déjà, t'as les hôpitaux psychiatriques de merde, comme à Nantes. L'hôpital psychiatrique de Nantes, c'est de la merde. Les psys, c'est de la merde. Les infirmiers, c'est des gros tas de merde. Et d'un côté, t'as la tour. T'as à Nantes, on te gave de médicaments, on te gave de piqûres, on te met dans la chambre de sécurité, on te traite comme le dernier des légumes psychiques. Et t'as la tour où t'as des gens géniaux. Voilà. Ouais. Alors après, c'est ça. Et donc, t'as connu les deux. Et moi, heureusement, j'ai connu cette psychiatre cet été, parce qu'autrement, je pétais un plomb, je redevenais fou, quoi. Je replongeais dans la schizophrénie, quoi. Et pourquoi oui, mais il y a une différence aussi, c'est que Adine, tu as été de toi-même. À Nantes, c'était comment? Nantes, la première fois que j'y suis allé, je t'ai ramené par les CRS, alors forcément. Oui, déjà l'introduction, c'était pas la plus sympa. J'avais menotté, les menottes au poignet, alors tu m'étonnes, quoi. J'étais saqué, quoi. D'entrée, j'étais saqué, quoi. Et donc là, tu étais amené pour un traitement fatalement contraignant, quoi. Oui, mais je suis en HDT, en hospitalisation d'un tiers, en placement d'office. Ouais. Et là, c'était pourquoi, en fait? Je dans les rues de Nantes, j'étais tellement dézingué, je revenais de Londres où j'avais gobé ecstasy sur ecstasy, acide sur acide. Ah oui. Et je vais pas des meilleurs. Ouais. Donc j'étais complètement à la ramasse et j'ai piqué ma crise dans les rues de Nantes. Les flics m'ont débarqué, il y avait 3-4 camions de flics dans la rue, enfin des flics de partout, quoi. Ouais. Ils m'ont chopé, ils m'ont menotté, ils m'ont emmené au commissariat central. Et de là, ils m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique, quoi. Et quand je suis arrivé, tout le monde me regardait. C'est public. T'arrives à l'HP avec les menottes au poignet, crois-moi, on te regarde, quoi. Et pourtant, est-ce que tu penses, justement, dans cette situation, si tu étais tombé sur des gens capables de t'écouter, compréhensifs et patients, ça aurait eu une autre issue? Ah bah bien sûr, bien sûr. Si dès le départ je suis tombé sur des psy compétents, au lieu de tomber sur des gros tas de merde qui m'ont gavé de médicaments, qui m'ont piqué avec des piqûres, qui me fatiguaient, j'étais fatigué, j'étais dépressif, j'étais même pas capable de s'en apercevoir, c'était de nœuds. Je suis tombé sur des psy incompétents. Pendant toute ma carrière en psychiatrie, je suis tombé sur des gros tas de merde. Je suis pas peur de le dire. Et heureusement qu'enfin, en 2001, je suis tombé sur un psy digne de son qui m'a dit: vous êtes dépressif, une dépression que je traînais depuis 1980. Et on s'en aperçoit en 2001, que je suis de la psychiatrie depuis 88. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quand t'as affaire à des nullissimes comme j'ai eu à faire, comment veux-tu t'en sortir, toi? Et heureusement, en 2001, il y a un mec qui m'a dit: voilà, vous êtes dépressif, je vais sous antidépresseur. Et voilà, maintenant je vais mieux. Maintenant, je sais pas. C'était à Nantes toujours ça? Ouais, c'était à Nantes, en 2001. Parce qu'on a pris la route en 2005. Ma fait moment, on s'est arraché en janvier 2005 à l'arrache. On a tout laissé derrière nous. En échange de 100 €, une barrette de chichon, on n'y a pas dit sur la route. Ouais. Ah oui. Et là, ce qui est bien à dire aussi, c'est que ta femme, en fait, tu l'as connue dans l'hôpital psychiatrique. J'étais à un choc, j'étais dans ma touche, je faisais des séances d'électrochoc, parce que je suis 9 séances d'électrochoc qui étaient 98. Tu sais ce que c'est, les électrochocs? Oui, je sais, ouais. Tu parlais d'Antonin Artaud, enfin le pavillon Artaud, que tu dois connaître Antonin Artaud. Oui, j'étais à Artaud, oui. Et Artaud, c'est ce qu'il avait beaucoup subi, les électrochocs. Je ne connais pas son histoire, ce type. Ah, mais ça t'intéresserait beaucoup de lire. Je regarderai sur Internet, Faut lire Artaud, c'est un écrivain, ce mec. Ah, il a écrit des choses fantastiques. C'est pas vrai, c'est un écrivain, Artaud. Quand je parlais d'Artaud, ma femme, elle
ma femme aussi, il a eu un côté ethnologue aussi, tout ça. Je regarderai sur Internet. C'est quelqu'un qui va vraiment t'emballer, quoi. Ouais, ouais. Mais ça ramène à la question des électrochocs, parce qu'on croit aujourd'hui que les électrochocs c'est fini. En réalité, ça existe toujours. Ah bah putain, oui, parlons-en, les séances électrochocs, parlons-en. Ouais, encore ça va, on est endormi, on a un anesthésie général, c'est pas Volodchine de coucou. Voilà, t'as vu, c'est pas Jacques Nicholson. Oui, c'est ça qui a changé. J'ai subi 9 anesthésies générales en 18 jours à cause de cette bande. Ouais. Je dis pas le nom, tu vois, 9 anesthésies générales en 18... Non, oui, 9 anesthésies générales en 18 jours, une tous les 2 jours, à 6h du matin, on me réveillait comme un condamné à mort, même pas le droit de fumer une clope, on m'emmenait à la sismothérapie à l'autre bout de l'hôpital, et là, j'étais anesthésié, et franchement, je flippais, je flippais ma race, mais vraiment, je flippais, alors qu'il aurait suffi d'un Soliant et d'un Lysancien, de Médoc, pour me sortir de ma merde, mais cette psy de merde, des éléments nullissimes qui avait mis 900 électrochocs. Oui, parce qu'en fait, les électrochocs, la seule raison que ça peut avoir, si j'ai bien compris, c'est quand on est dans une profonde mélancolie. Ah oui, dans un truc... Mélancolie, je suis complètement éteint, mais j'étais un véritable légume. Non seulement j'étais un légume dans ma tête, non seulement j'étais déjà un légume, mais en plus il me gavait de médicaments et de piqûres, comment veux-tu, toi? Ah déjà, j'étais vraiment mal, j'étais en plein délire, on m'a plombé à mon insu, je pense, à Emmaüs Toulouse. C'est un mec qui m'a fait gober je sais pas quoi, mais ça m'a fait complètement délirer. Et je suis pas dit, vraiment dans un bad trip, tu vois ce que je veux dire, vraiment le bad trip. Je sais pas quoi, je pense que j'étais plombé, quoi. Je sais pas quoi, on m'a mis une connerie, quoi. J'ai tellement déliré que je me suis retrouvé complètement, comment on dit, aphasique, quoi, catatonique, quoi. Et combien de temps ça a duré? Bah toute la Coupe du Monde 98, j'adore le foot, mon pote, j'adore le foot. J'étais le seul Français en septembre 98 qui ne savait pas qu'on était champion du monde. J'ai appris en septembre 98 qu'on était champion du monde. Pour te dire dans quel état j'étais. Le seul match de la Coupe du Monde que j'ai vu, c'est France-Paraguay. Tout le reste, j'ai des records. Et combien de temps t'es resté à l'hôpital psy de Nantes? 5 ans, de 95 à 2000. Mais enfin, j'ai fait des sorties, mais je revenais immanquablement. J'ai choisi HP. Quoi que je fasse, où que j'aille, que j'aille à Bordeaux, que j'aille au Sénégal, ou que j'aille, je reviens toujours à l'HP, toujours à l'HP, toujours à l'HP, toujours à l'HP. C'est mon point d'attache, quoi. Et finalement, t'en es sorti, comment t'es tombé sur d'autres gens ou au bout Moi, je suis sorti grâce à ma femme. Un jour, j'étais dans ma piole, c'était début de l'année 99. J'étais dans ma piole, je fumais ma clope, enfin, interdit, je fumais ma clope, j'étais avec un mec, on écoutait une cassette de Renault. Et la porte s'est ouverte et il y a une petite blonde aux yeux bleus qui m'a dit on se parle, on se touche pas. Et c'est devenu ma femme et on a vécu ensemble 17 ans. Voilà, quoi. Ouais. Donc une histoire forte. Très forte. Ouais. On passe à brin de musique et on y revient, Gérald Thiraud. Ta vie, tes œuvres, Gérald Thiraud, ta vie tumultueuse comme on vient de l'entendre. Je suis pas Calamity Jane non plus, quoi. T'es pas quoi? Calamity Jane? Calamity Jane, il Billy the Kid. Non, mais c'est intense, enfin, c'est du vécu. Oui, je suis des claques, quoi. Enfin, pas physique, mais mental. Physiquement, j'ai jamais souffert, mais mentalement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et tu évoquais ta relation avec ta femme que tu as connue donc dans ce contexte. Peut-être je peux lire ce texte qui est dans l'album Instantané, Clameur. Avec Mamoussmé, où commence la réalité?
Où s'arrête la vérité? Me raconte-t-elle des fariboles? Serait-elle un peu folle? Un nouveau bijou, à nouveau un trou à la mafieuse banque chez les branques. De nouvelles dépenses, pas moins je pense. Mon amour est dépensière. Elle est tout le contraire d'une usurière. Je suis chômeur, malgré les clameurs. Elle est la dame, alors grande dame. Il faut faire la manche, même si c'est pas dimanche. Pourquoi pas braquer un phalanstère, comme un vulgaire gangster? Plutôt truander la CAF, c'est un sport national. Ah oui, là en conclusion, tu évoques ce sport national. 23 000 euros de RMI dans les dents, ils s'en sont pas remis, quoi. Ouais. En même temps, c'est vrai aussi qu'on montre parfois cela du doigt pour éviter d'évoquer les vrais privilèges qui sont dans d'autres dimensions. Attends, Alex, écoute-moi bien, mon pote. T'as des mecs qui gagnent 100 000 euros par mois, ok? T'as des mecs qui gagnent 100 000 euros par mois. Macron à chez Rothschild. Ouais. Et ces mecs-là, ils persuadent les mecs qui gagnent 1800 euros par mois, la classe moyenne aisée, que si tout va mal dans le pays, c'est à cause des rémistes et des broquéquettes comme moi, tu vois. Les mecs qui gagnent des milliards et des milliards persuadent le peuple que si ça va mal, c'est à cause des mecs qui ne travailleront pas comme nous, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de dire n'importe quoi, quoi. Bah, c'est de ça que je parlais, ouais. Attends, faut arrêter, quoi. Si tu me branches sur la politique, tu vas pas être déçu, parce que tu vas savoir ce que je pense. Pourquoi, d'ailleurs, donc oui, si je te branche sur la politique, donc tu es branché politique? Oh non, pas du tout. Non. Enfin, ah oui, d'une certaine manière. J'ai des politiques, mais je ne fais pas de politique. Ouais. J'ai mes idées à moi, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire... Que j'exprime dans mes textes. Ouais. Si tu lis mes textes, tu verras ce que je pense, quoi. Et quand on a évoqué là donc tes différents moments de vie, on est parti d'un seul coup de la psychiatrie parce que c'est à la fois quelque chose de récent lié à la souffrance de la mort du décès de ta femme. Et puis ça ramène à l'autre moment psychiatrique qui est l'inverse, puisque ce moment de Digne, c'était plutôt un moment qui était soulageant, tandis que Nantes, c'était un moment qui était une douleur durable. Mais en fait, quand tu es arrivé, donc tu disais, tu es arrivé en foutant le why, comme on dit à Nantes, parce que tu étais plein de trucs, de ressentis et de produits spéciaux, disons. Oui. Mais en fait, ça, c'est peut-être pas par hasard non plus que tu arrives là à un moment donné. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as une enfance particulière qui a destiné ton... Non, mon enfance, pas Attends, parle près du micro. Je peux prendre un cendrier? Ouais, où est-ce qu'il y a un cendrier? Il y a un cendrier quelque part sur la table en bois de Radio Zinzine. Un cendrier historique d'ailleurs. Ouais, une noix de coco. Ouais, exactement, une grosse noix de coco. Alors tu veux parler de mon enfance? Alors je t'explique mon enfance. Déjà, je suis né... Attends, retire la cigarette parce qu'on va rien comprendre. Déjà, je suis né en 1966, en plein cœur de la Vendée catholique et royaliste. Ah oui. Les Chouans. Ouais, les mecs qui fait Philippe de Villiers, tu vois. Ouais. Attention, Vendéen et Chouan, c'est pas exactement la même chose. Hein. Bah, enfin, oui, enfin bon. Abbé Chouan, c'est vraiment les gars de Vendée qui s'est qu'à morfler, c'est la Vendée, quoi. Oui, mais il y a des Chouans qui étaient aussi révolutionnaires et comme leur chef avait épousé le camp de la Révolution, ils se sont révoltés contre leur chef. Il y a eu un malentendu Chouan, alors que par ailleurs, dans la Vendée, il y avait quelque chose de très réactionnaire, quoi. Tous les Chouans n'étaient pas réactionnaires. Mais bon, ça c'est toute une histoire sur laquelle on pourra revenir. Ouais. Je ne savais pas. Ouais. En tout cas, je suis en plein cœur de la Vendée royaliste et catholique, de père inconnu. Donc dans le village, on montrait du doigt, on disait c'est le bâtard, quoi. Ma mère a eu la très bonne idée de se marier avec ce pauvre Henri Chéreau, mon très cher père, en mars 70. Et là, c'est le début de la galéjade, quoi. Le début de la galéjade, quoi. Si aujourd'hui je suis schizophrène, j'en passe les meilleurs, je sais à qui je le dois, quoi. Je sais à qui je le dois. Ouais, j'imagine que c'est pas par hasard, ensuite. Bah non. Après l'enfance, ma mère qui meurt à 15 ans, j'avais 15 ans, ma mère meurt d'une hémorragie du foie à cause de l'alcool. Tellement elle avait bu, tellement mon père m'avait poussé à bout, tellement il était fada, mon pauvre père. On me place chez ma tante, 3 mois après, c'est mon oncle qui meurt. Ma tante qui se met à picoler, qui pique mes ronds, mon héritage de ma grand-mère et tout. Du jour, je me barre, je déserte, j'en peux plus, j'en ai marre. Ah oui. J'en veux plus du bateau, toi, au bout de 8 jours. Et pourtant, quand je suis parti à la nuit, je ferais tous mes copains. J'embarquais à Brest sur le Dupéret, un escorteur. Je partais, on allait voir ce qu'on allait voir, quoi. Chiro Uberès, Chiro chez les Vainés, chez les Tanzaniennes, partout, quoi. Ah oui, au début, t'étais... Ouais, mais quand je suis allé sur le bateau... C'était un nouveau monde. Ah ouais, mais j'en rêvais de faire la marine, moi, de partir sur un bateau et de voyager. Mais ça a duré 8 jours et je me suis retrouvé au bien psychiatrique de Brest. Mon premier séjour en psychiatrie. Et pourquoi tu supportais pas la discipline ou c'était quoi? Non, j'ai pété, je sais pas pourquoi j'ai pété les plombs. Je supportais pas la vie à bord. Je supportais pas la vie à bord.
J'ai tellement pas supporté que quand on est rentré au port au bout de 8 jours de mer, je me suis barré, quoi. J'ai déserté. Et comme j'étais porté manquant, je suis revenu deux jours après à l'Arsenal en pleine nuit. J'ai tellement foutu le why qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique avec la patrouille de nuit. Ils voulaient me réformer, j'ai refusé. Et donc j'étais muté à terre. Au lieu de faire de la caisse, j'ai fait 15 jours d'HP à Brest à l'hôpital, quoi. Ouais. Avec une semaine de convalo chez moi, quoi. Voilà mon armée, quoi. De voyager comme un. Je n'avais pas fait le con, j'aurais fait une super service militaire. Je serais allé à Madère, je serais allé à Séville, je serais allé à Chypre, des super voyages, c'est ce que je rêvais, quoi. Et au bout de 8 jours, je me suis collé comme une grosse merde, je me suis barré en courant, quoi. Et le fait que tu écris, enfin peut-être avant une question d'ailleurs par rapport à ça, tu crois toi ce qu'on appelle la résilience et tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'à partir du moment... Ouais, je y crois, je suis en pleine résilience. Moi je suis entré en résilience quand j'ai rencontré Valérie. Quand quoi? Quand j'ai rencontré Valérie. Le point de départ de ma résilience, qui c'est qui m'a sorti de la merde? C'est ma femme. Sans ma femme, je serais toujours chez les dingues. Sans ma femme, je ne me serais jamais sorti. C'est ma femme qui m'a sorti de la merde. C'est ça, ouais. Et... aujourd'hui, donc tu écris, mais est-ce que tu as toujours écrit? Est-ce que l'écriture était aussi à la fois une sorte de résilience, mais aussi une manière de dire aux autres comment tu vois le monde, toi? Enfin, moi j'écris pour... je sais pas pourquoi j'écris. Je sais pas pourquoi j'écris. J'ai commencé à écrire en 2002 pour la présidentielle. Un soir, j'étais tout seul dans ma piole, je bossais sur la côte vendéenne comme cuisinier. Ma femme était rentrée à Nantes. J'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris une page de papier et un crayon et j'ai écrit un texte, quoi. Voilà le point de départ de mon écriture, si on peut dire. Ah oui, donc tu as commencé à écrire à un moment où déjà tu étais dans une autre vie que oui, ça allait mieux. Déjà, j'étais sorti de ma dépression. Ça allait mieux, quoi. Ça faisait 2 ans que j'étais avec Valérie, 2-3 ans, 2 ans, mais vraiment ça allait bien. J'ai même repris la cuisine, je travaillais comme cuisinier avec un pizzaïolo, j'assurais bien et tout, ça allait bien, quoi. Et c'est là, ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une page et j'ai écrit sur le Front National, quoi. C'est le deuxième tour Le Pen Chirac, le fameux Chirac, par exemple, celui-là aussi, c'est le Guignol. Deuxième tour, oui. Enfin bon, que des guignols, de toute façon, sauf l'extrême gauche, quoi. Et donc j'ai écrit ce soir-là, j'ai écrit, puis j'ai continué à écrire. Puis un jour, d'abord j'écris pas en prose, ce que je pensais, quoi. Puis un jour, allez savoir pourquoi, j'ai écrit Métis, mon premier poème en rime Métis, ça a été enfin je sais plus. Et puis voilà, puis depuis 2002, j'ai écrit, quoi. Et aujourd'hui, je suis arrivé aux Zinzines pour présenter mon ouvrage. Et j'en suis très très content. Et t'écris, bon, ce qu'on a lu là, c'était toi, c'était ton vécu et tout ça, mais t'écris aussi sur les autres, par exemple, les Roms. Les Roms, les Roms, immigration, déconnexion, exclusion, humiliation, expulsion. Au siècle dernier, les survivants du génocide arménien, les réfugiés du franquisme, les Ritals fuyant Mussolini, les Juifs trouvant un illusoire refuge, puis les Africains et aussi les Nord-Africains. Ils se sont intégrés dans notre société. De nos jours, on vilipende les Roms. Pourtant, ce sont des hommes. Ils ne sont pas humains, même la fille de Chirac la proclame. Organisons la grande purge. Ainsi est le sarkozysme. Go back to Roumanie. Qu'ils aillent en Transylvanie vivre comme des chiens. On n'en veut pas dans nos bidonvilles, à la périphérie de nos villes. Ils font tache dans le décor, ils sont pires que les pécores. Ce sont de pauvres gaziers. Pourquoi ne pas les excommunier ou carrément les euthanasier? Ils osent même mendier dans les beaux quartiers. Que fera la môme Aubry lorsqu'elle dirigera ce triste pays avant guillotine le citoyen capé? En des temps plus carnassiers? À quand à nouveau le couperet érige place de la Concorde afin de stopper l'énormissime désordre? Ouais. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bah, je pense, ouais. Ah bah, c'est ce que je pense moi. Après, je dis pas que j'ai tapé à la infuse, hein. Je dis pas que c'est ce que je pense moi, quoi. Attends, ça, j'écris ça. Je suis pas non plus, je suis pas Saint-Culotte, je suis pas Robespierre, je suis pas Danton. Hein. Non, mais tu évoques pas mal de références. Tu lis beaucoup aussi ou... Ouais, je lis pas mal, ouais. Tu lis aussi bien l'histoire que de manière générale l'info. Tu parlais politique, j'imagine, l'actualité, tout ça. Ah bah, je regarde la télé, oui, je me tiens au courant de ce qui se passe dans le monde. Je ne fais pas de politique, j'en ferai jamais. J'ai pas envie de faire de politique, pas du tout.
quoi qu'il arrive dans ma vie. Mais j'ai bien un peu dit que je m'intéresse au dossier Wauquiez en ce moment là. Ce mec qui téléphone à Sarkozy pour s'excuser d'avoir parlé. Tu te rends compte ce qu'il a fait? Il débat sur Sarkozy, il trouve le moyen de prendre son téléphone pour s'excuser auprès de Sarkozy. Mais s'excuser de quoi? D'avoir parlé sur Sarkozy ou d'avoir parlé? Et puis l'autre accepte des excuses parce que de toute façon on n'est que entre rapports de force, les sentiments, comment dire, la notion d'amitié, tout ça n'a aucune valeur. Donc on peut insulter quelqu'un et dire ensuite que bon, on a dit ça comme ça voulait rien dire, et l'autre peut accepter d'être insulté et dire oui mais c'est pas grave du moment qu'on a des intérêts communs. Tout ça c'est pour le fric. Donc la dignité n'a plus de place. Ça, tu crois qu'ils sont dignes ces gens-là? T'appelles ça de la dignité toi? Je vais te dire les gens qui sont dignes. Non, je dis pas qu'ils sont dignes. Je dis les gens qui sont dignes, mon pote. Ils ne sont pas dignes. Poutou est digne, Besançon est digne, Laguillet est digne, Nathalie Arthaud est digne. Eux ils vont gratter la journée et en plus ils font de la politique pour nous défendre nous. Ce ne sont pas les mecs qui marchent à 20 000 € comme députés qui dorment à l'Assemblée quand encore ils vont à l'Assemblée. Ouais, bon, même s'il y a des députés qui visiblement. Oui, enfin bon, aujourd'hui. Les qui nous pondent, excuse-moi, mais enfin bon, j'en fais autant. Hein. Non, mais je parle dans l'opposition. L'opposition, c'est quoi l'opposition? Bah, les gens de France Insoumise, tout ça. Ruffin, par exemple, on peut penser qu'il a un côté, un peu François Ruffin. On peut penser qu'il a un côté, comment dire, assez perso et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi des éléments pour dire ça. Mais par ailleurs, dans l'expression, dans ce qu'ils disent. Bon, il joue un rôle d'opposant. Après, ça reste dans un cadre. La France Insoumise, Ruffin, avec, comment elle s'appelle, une qui est pas mal, une petite jeune fille, comment elle s'appelle, Clémentine, non, Clémentine Autain. Clémentine Autain. Ouais, voilà. Mais Mélenchon, il fait doucement rigoler, quoi. Ah, Mélenchon, il respire pas la modestie, c'est peut-être ça qui fait doucement rigoler. C'est que ce mec, il a été PS pendant des années, il a participé à la gauche plurielle de Jospin, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit que ceci, cela, mais franchement, il était socialiste pendant des décennies. Mais tu crois pas, c'est pas la résilience? Non, c'était du peu. Tu crois pas pour Mélenchon? Il a vu qu'il était complètement bloqué au PS, qu'il y avait Hollande, il y avait tous les éléphants qui lui barraient le passage, il essayait de barrer chez les cocos pour prendre le leadership et pour se présenter, mais c'est un bouffon ce mec-là. Ses idées sont très bonnes, son programme est très bon. Ok, mais Mélenchon, le mec, c'est un bouffon. C'est un bouffon. Bon, c'est toi qui l'as dit, hein. C'est Gérald Chiraud qui dit. Oui, je dis Mélenchon est un bouffon. Mélenchon est un bouffon. On verra si Mélenchon. Socialiste, un jour il est socialiste, un jour il est communiste. Parle près du micro, Demain, c'est pas quoi, Front National? Non, je crois pas, non, quand même pas. Même si il a, comment dire, une politique du nationalisme. Et comment. Daron, c'est quelqu'un que tu connais? Ah non, c'est un truc comme ça. C'est une image? Non, c'est un texte inspiré comme ça. Parce qu'on parlait des autres, là aussi c'est encore un... Là c'est le prolo, non? C'est Daron, je sais pas de chichon, je crois, je sais plus trop quoi. Moi je te la lis comme ça, tu te rappelles pas de quoi ça parle. Oui, t'as besoin d'un lecteur pour te rappeler tes textes. Je connais aucun des textes par cœur, Donc toujours de Gérald Chiraud dans Instantané, poésie, aux éditions LC. Ah oui, il faudra qu'on parle aussi de l'éditeur. Daron, le gars Marcel travaille comme docker. Ce n'est pas une pucelle, il est costaud, tout en fer. Il habite au Vieux Doulon et décharge les containers remplis de houblon aux abords de l'île Gloriette. Il rencontre deux types, Gaston de Besançon, Riton de Briançon. Il s'en jette une petite avec un sandwich de rillettes. Oh les gars, on est les champions. La bande à Sudo a gagné le championnat. On peut faire les beaux, les Canaries nantais sont uberless, bravement, crânement, magnifiques comme des darons. Ils vident les cargos, s'invectivant comme des arracheurs de dents. Sur Nantes, Doulon, 51 Nantes, l'île Joriel, c'est une île au milieu de l'herbe. Une rivière qui passe enfin c'est sur Nantes, quoi. Quand on ne connaît pas Nantes, on ne peut pas savoir, quoi. Et tu disais, oui, édition, parce que en fait, pendant longtemps, tu as galéré au niveau... 13 ans. C'est toi qui est auto-édité. J'ai commencé à démarcher mes éditions en 2003. J'ai rencontré pas mal de Kajagougou. Des mecs qui voulaient faire payer une fortune pour, soi-disant, me faire miroiter une mémoire aux alouettes, quoi. Et enfin, en 2016, au bout de 13 ans de démarches infructueuses, Madame Langlois m'a édité. Parce que tu avais envoyé à elle aussi les... Oui, je l'avais envoyé, puis un jour, grosse surprise, coup de téléphone, allô, on est intéressé, enfin je réponds pas parce que c'était le matin, moi le matin je dors, parce que je me couche tard et je me lève tard, nous ne travaillons pas, quoi, étant en cotorep. Je crois que vous avez compris que j'ai eu quelques problèmes dans ma vie, quoi. Donc, coup de téléphone, je laisse sonner, après je consulte le message, tatata, rappelez-nous, enfin voilà, quoi. Après j'aurais eu qu'on l'a de 37 de le matin, quoi.
Au bout de 13 ans de, au bout de 13 ans, quête. J'ai rien lâché. Pendant 13 ans, j'ai rien lâché. J'ai toujours cru. J'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments où je me suis dit, putain, mais j'ai jamais y arrivé. Déjà, être édité, c'était déjà une victoire, tu vois. Être édité, c'est une victoire. Passer Radio Zinzine, c'est une victoire. Être là, en face de toi, à parler, mais c'est franchement, pour moi, c'est vrai que t'es un peu têtu. Et en fait, je me suis dit... Moi, je suis hyper têtu. Moi, je suis un testeur. Je me suis dit, d'une part, il est têtu. D'autre part, c'est vrai qu'une radio qui se dit radio libre, c'est aussi la liberté d'expression. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui veut parler et qui a quelque chose à dire, qui a écrit, qui a un vécu, ne puisse pas avoir la parole. C'est pas sympa, franchement, c'est pas sympa de m'inviter. Mais c'est aussi assez normal, quoi. C'est logique quelque part. Et donc maintenant t'es édité, donc tu vas continuer, quoi. Attends, pour continuer, il faut qu'instantané marche, parce que j'ai fugacisé, tu vois, un second recueil de poèmes, et j'ai aussi tranche recueil une nouvelle, mais ma très chère éditrice nous éditera que si instantané flambe. C'est-à-dire que si instantané flambe, elle ne veut pas prendre de risque. Elle va dire, elle a pris de risque avec celui-là, mais si ça marche pas, celui-là et deux autres, j'oublie, quoi. Et moi, je vais me faire brosser, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il faut que tu le fasses connaître, il faut que je fasse connaître mon bouquin instantané, Gérald de Chiraud, édition Cécile Langlois, disponible sur Internet. Parce qu'en fait, ce qu'on a lu, par exemple, ça correspond, j'imagine que ça parle à plein de gens, parce que c'est du je sais des pas morceaux si ça parle à plein de gens, mais par exemple, j'ai fait un texte sur un copain jeudi dernier, un copain du foot, qui prenait sa retraite, tout le monde était écroué de rire, mon texte il dure 10 minutes, et tous mes copains, enfin, on était une quinzaine, tout le monde était écroué de rire, à la fin, tout le monde a vraiment spontanément applaudi, mais de bon cœur, quoi. Il sera visible sur YouTube, mon texte, sur la page YouTube, au mois de mars. Le champion, sur un copain d'Oraison. D'accord. Et quand tu dis t'es cotorep, c'est parce que ça, c'est pas forcément lié à ce qu'on a évoqué. Ah si, c'est parce que je suis un malade mental, que je suis cotorep, je suis schizophrène, je suis un malade mental, donc comme ça. Comme je peux pas travailler, la sécurité sociale m'a reconnu une invalidité d'au moins 80%. Moi, je suis pas un handicapé physique, je suis un handicapé mental. Donc, ne pouvant pas travailler, on filme de la cotorep, quoi. C'est bien la France, quand même, franchement, c'est bien la France. De ce point de vue-là, il y a encore... Franchement, on est un bon pays. Moi, j'ai bossé en Allemagne et en Angleterre où il n'y a pas de suite. Je me suis fait estorquer, mais jusqu'au moment, je t'ai fait exploiter. Oui, mais ça fait partie des acquis qui sont le fruit de lutte et de compromis. Mais je suis d'accord avec toi, mais je te dis, il n'y a pas ça dans tous les pays. Il n'y a pas ça dans tous les pays. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Il y a les cheminots qui commencent à bouger. J'ai vu que ça. Tu sais, les cheminots, ils sont chauds, c'est encore coco, les cheminots. Près de chez toi aussi, d'ailleurs, à la Brianne, il y a la petite. La Brianne, oui. Il y a une des Alpes qui veulent fermer, mais c'est quoi cette rentabilité? T'as vu le service de médecine générale de Digne-les-Bains qui a fermé? Il n'y a plus de médecine à Digne. Maintenant, tu tombes malade à Digne, tu vas où? Tu vas à Manosque, tu vas à Sisteron, tu vas à Aix, à Gap. Il n'y a plus de médecine à Digne. C'est fini la médecine à Digne. Alors, avis à tous les malades du département, n'allez pas à Digne vous faire soigner. Il n'y a plus de médecine. Il y a encore des fous, mais il n'y a plus de médecine. Ça, c'est quoi la rentabilité, le profit, le fric? Toujours le fric. Mais pour qui le fric? Pour les mêmes. Mais même nous, on n'en profite pas, nous, au contraire, on nous casse nos avantages. Qui c'est qui profite de tout ça? Ce sont les capitalistes, les multimilliardaires qui n'en ont jamais assez, qui en veulent toujours plus. Et nous, pendant ce temps-là, on nous ferme nos hôpitaux, on nous ferme nos classes. On nous ferme même nos flics. Ça, c'est pas... Enfin bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. À propos de fermer nos classes, On est tous les deux schizos. Bah aussi, t'es schizophrène. T'es deux schizophrènes. On est tous les deux schizos. Je veux pas d'enfant schizo, donc on n'a pas d'enfant. Et comment... mais ça se définit comment, la schizophrénie? Parce que là, par exemple, comme tu parles, il y a une lucidité, il y a une manière assez crue de voir la vie, mais c'est cohérent, c'est pas... La schizophrénie, ce sont des hallucinations. Par exemple, moi, j'ai vu Adolf Hitler en chair et en os devant moi, en pleine nuit, dans ma chambre d'hôtel. Ah oui? J'ai vu Adolf Hitler en chair et en os. Là je sais pas, j'étais dans un semi-coma. Je sais pas, putain, j'ai une hallucination, j'ai vu Adolf Hitler, j'ai entendu des voix. Tu vois qui me disait que j'étais Jésus-Christ, ça c'était un bon trip en 95 quand j'ai commencé à délirer schizophrénie. Ah oui, donc ça tu le gardes bien en mémoire. En 95 j'étais Jésus-Christ, en 98 j'étais Judas, en 95 j'ai fait un super bon trip à Londres. Je suis revenu de Londres, je voulais m'enrichir dans la Légion, je voulais remplacer par Sissoko au FC Nantes, j'étais persuadé que j'allais devenir le nouvel avancement du FC Nantes. Je suis allé à Jodelière, j'ai pas trouvé le centre d'entraînement, j'ai pas vu Jean-Claude Saudo, mais j'étais dans un état, mais j'étais en complète euphorie. C'est là quand je suis arrivé à Saint-Jacques, je t'ai expliqué, on me dit par les flics.
Tellement j'étais euphorique. Et en 98, c'était tout le contraire. J'étais complètement... on m'a traité de schizophrène maniaco-dépressif, c'est-à-dire des sautes d'humeur, cyclotimique, tu vois, un coup haut, un coup bas. Ouais. Mais depuis que je prends les bons médicaments, ça va. J'estime que ça va, quoi. Ouais. J'estime que je suis moins. Et ça, c'est aussi la tour qui t'a bien dosé. C'est encore autre chose. C'est la tour, on a mis sous le Valium. Là, ça m'a fait un bien fou. C'est vrai que on m'a remplacé le Lysanxia par le Valium. Le Valium, c'est excellent quand tu es angoissé. Pour moi, en tout cas, franchement, je suis tombé sur une psy extraordinaire, mais vraiment un docteur extraordinaire, quoi. Est-ce que, par exemple, moi, mon truc, c'est la course à pied. Bon, je suis pas. Elle aussi, elle court. C'est une coureuse à pied. Elle court c'est deux psychiatres. Qui ça? C'est deux psychiatres, oui. Ah, ouais, d'accord. Une très grande championne elle court le marathon et très vite aussi. Ah oui, parce qu'on dit d'ailleurs à propos de ça que j'ai vu ça il y a pas longtemps que les psys sont pas forcément indemnes de de leurs patients. C'est-à-dire ils reçoivent eux aussi, quel que soit leur professionnel. J'ai vu un psy qui ils reçoivent des ondes aussi, quoi. J'ai vu un psy qui avait le pantalon qui arrivait aux genoux, quoi. Tu vois, il se baladait comme ça à l'hôpital avec le pantalon. Comment on se foutait de sa gueule? Mais tout le monde se foutait de sa gueule, quoi. Il était barré. Franchement, j'ai vu des psys à l'HP, à l'hôpital psychiatrique public. C'était dément, c'est eux qui étaient déments. Il y a une psy tellement démente, je suis schizophrène. Elle me disait, cette démente, ma psy à Saint-Jacques, à Nantes, l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, me disait, monsieur Chéreau, surtout ne buvez pas d'alcool, mais par contre, si vous voulez fumer un joint, vous pouvez. Elle disait, un schizophrène délirant, il voit Adolf Hitler qui peut fumer des joints, tu vois. Pour te dire, la psy de merde, mais vraiment la psy barrée de chez Barré, quoi. Oui, les rôles pouvaient... Vraiment, elle est pétée un plomb, quoi. Les rôles pouvaient s'inverser. Je pouvais fumer des joints, je fallait surtout pas que je boive d'alcool, mais je pouvais fumer des joints. Dire ça à un schizophrène, un bipolaire, tu vois. Mais franchement. Non, mais franchement. Là, on pouvait inverser les rôles. C'est toi qui pouvais devenir conseiller. Oui, quand je vois ça, j'aurais peut-être un coup de Kalachnikov, je te jure. Carrément. Carrément, j'ai des envies de meurtre. Quand j'y repense, j'ai des envies de meurtre. Pendant longtemps, j'ai des envies de meurtre. Pendant longtemps, tous les soirs, en me couchant, je me suis fait des films comme quoi j'ai tué une dizaine de personnes dans mon existence, quoi. À tel point que j'avais la haine, quoi. Ouais, mais c'est mieux de les rêver que de passer à l'acte. Je ne passerai jamais à l'acte. Mais j'ai vraiment, pendant longtemps, très très longtemps, j'ai eu envie de tuer. J'ai vraiment eu envie de tuer, ne serait-ce que des petits et d'autres, et beaucoup d'autres. 10-12 personnes en tout. Je rêvais de les voir en face de moi, leur crever les yeux, leur arracher la langue, leur crever les tripes, vraiment les enterrer vivants, vraiment leur faire du mal, les faire souffrir, ces enculés, tu vois. Il n'y a pas que des psys, il y a d'autres enculés aussi. Ouais. Mais après, t'évacues aussi avec les rêves et tout ça, et ça, c'est peut-être pas plus mal. Et maintenant, j'écris, donc ça va, ça me défoule. Puis je joue au foot, ça me défoule aussi. Et tu voyages un peu? Parce que je voyais à Marseille, par exemple. Un petit peu, l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce, le Sénégal, l'Espagne, la Belgique, quoi encore, la France, Bordeaux, Marseille. Tu parlais t'as été enfermé au Sénégal aussi? Ouais, enfin, parce qu'on dit, souvent on imagine et on voit et on dit que la relation à la différence ou à la folie en Afrique, elle n'est pas du tout la même, par exemple, qu'en France. Alors, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis taillé les veines. Parle plus près du micro. Je suis taillé les veines dans ma chambre d'hôtel à Dakar. Le lendemain matin, ils s'en sont aperçus, ils ont appelé l'ambassade. J'étais à 2 doigts de trancher la carotide. 3 fois, tu peux regarder, j'ai encore les traces sur les bras. 3 fois, j'ai taillé les veines des avant-bras. 3 fois, le sang a coagulé. Tu sais ce que c'est? Le sang coagule, moi je le savais pas. Et pareil, j'étais allongé sur mon lit, Seigneur, comment je disais? Seigneur, comment il? Seigneur, accueillez-moi. Seigneur, accueille-moi en ton royaume. Voilà, j'étais les bras en croix en train de pisser le sang. Vraiment, j'ai pissé le sang, tu vois. De mes coupures, de ma première coupure, ma deuxième et ma troisième. Je dis, Seigneur, accueille-moi en ton royaume. Et la troisième fois, quand le sang a coagulé, que mon sang a été de pisser, j'étais à 2 doigts de me trancher la carotide, tellement j'étais désespéré. Mais je ne suis pas passé à l'acte, heureusement. Par contre, à Saint-Jacques, à Nantes, pendant l'été 98, avant les électrochocs, je suis passé à l'acte. Je me suis pendu. Et un miracle, ma ceinture a cassé. Quand je me suis laissé tomber de la fenêtre, je me suis laissé tomber je me suis retrouvé allongé sur le sol, comme ça, les bras et les jambes en croix. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis pendu, mais un véritable miracle, ma ceinture a cassé. Donc ça, tu as pu l'interpréter comme un signe du destin. Je pense que j'ai une bonne étoile. Je pense que ma mère et ma grand-mère là-haut me protègent. Ils vont désormais ma femme. J'ai 3 Algériens au ciel. Si on croit au ciel, je crois pas à Dieu. Je crois pas. Je sais pas. Mais je crois que j'ai 3 Algériens. Ma mère, ma grand-mère et désormais Valérie. Ce qui est bien avec les suicides ratés, c'est qu'on peut changer d'avis. Là, vraiment, je me suis raté, mais j'entendais tellement les voix, même à l'HP, j'entendais les voix, tu vois. Même à l'HP, c'est même pas foutu de m'empêcher d'entendre les voix, si, à part les électrochocs, il suffit de médicaments. Mais j'étais tellement en pleine crise de folie, mais j'entendais les voix dans ma tête, que je me suis pendu et un miracle, la ceinture a cassé.
Ouais, c'est impressionnant quand même tout ça, hein. Quelle vie. Bon, après là voilà, tu parles de voyage, mais oui, je reviens quand même sur la relation Au Sénégal, au Sénégal au Sénégal. parce que est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent dans la relation avec les gens, avec les professionnels, avec tout ça? Bon, disons qu'au Sénégal, j'étais tout seul dans la clinique, j'ai la clinique des Mamelles, Pointe des Mamelles, au bord de la mer. J'étais tout seul dans la clinique, tout seul. J'avais un psychiatre, 2, 3 infirmiers, 4, 5 femmes de 4, 5 cuisinières pour moi tout seul. Je ne sais pas combien de temps je suis resté, si c'est 15 jours, 3 semaines, un mois. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à la clinique des Mamelles. Bon, enfin, j'étais tout seul dans la clinique. Là aussi, on m'a donné des médicaments. Là aussi, on m'a pas posé des questions. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai rien dit. Puis au bout de je sais pas combien de temps, j'ai repris l'avion. Je suis arrivé à Roissy. Je suis à mon pote. J'ai dit un truc. Écoute-moi bien, c'est énorme. Énormissime. Au Sénégal, j'avais plus aucun papier. J'avais plus de thunes, j'avais plus rien. J'ai pris l'avion avec le psychiatre à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Donc je monte dans l'avion sans papier. J'arrive à Roissy, j'ai pas un seul papier sur moi. Rien, j'ai pas un papier. Et la gonzesse, la douanière, elle me dit, j'ai pas de papier. Elle m'a laissé rentrer sur le territoire sans aucun papier. Mais parce que c'était accompagné par un psychiatre? Non, mais j'étais tout seul, j'arrivais de Dakar. J'ai sorti de la clinique, j'ai pris l'avion à minuit ou je sais pas quelle heure. Et là, il était je sais pas quelle heure de la journée. Enfin bon, j'arrive à Roissy, en provenance de Lyon. C'était en quelle année, ça? 98, en avril, mai 98. Et donc, je suis rentré sur le territoire français sans présenter aucun papier. J'ai dit, voilà, je suis français, mais j'ai pas eu de papier au Sénégal, on m'a dit, va passer. Alors, tu sais, faire la chasse aux migrants, bloquer les frontières, le national-socialisme, ou je sais pas quoi. Laisse-moi rien, quand tu veux passer quelque part, tu passes toujours. Bah oui, non, mais en plus, un Français qui revient, ouais, on est un peu emmerdé s'il a pas de papier, mais, non, mais on m'a rien demandé, il m'a dit, bah, allez-y, je suis passé à la bonne, comme ça, j'ai pas de papier, je suis français, j'arrive de Dakar, j'ai plus de papier, bah, vas-y, par rentrer, quoi. La ville qui est évoquée dans Instantané, Gérald Chéreau, c'est Marseille. Et c'est vrai que Marseille, c'est une ville à part. Ah, j'adore Marseille. J'ai vécu 6 mois à Marseille avec un homosexuel en 90-91. Je me suis éclaté. Pas avec l'homosexuel, mais à Marseille. Eh ben, je peux lire Marseille alors. Ah bah vas-y, Marseille, mon pote. Marseille. À la ville parisienne, je préfère la cité phocéenne. Aux frimas parisiens, qui font fuir même les chiens, j'abuse de la douceur de vivre marseillaise. On me dit Châtelet-Léal, je réponds la Canebière. On me parle des bords de Marne, je rétorque l'Estac. On m'oblige le PSG, vive l'OM. Je vois la Tour Eiffel, je dévisage aussi la Bonne Mère. On me vante, ouais, Gilona et Arthur Georges. Je suis sûr, Gauthier, Papin... Gothals, pardon. Ouais. Gothals, Papin et Carlos Moser. La Joliette et Marignane sont les portes d'entrée dans l'Hexagone. Sur les rives du Vieux-Port, les citoyens provençaux font marcher leurs neurones. Pas de lugubre ghetto. Tout le fier populo chemine de conserve, quitte à porter une minerve lorsqu'un méchant barbeau vous refile un vilain pruneau en plein dans le nez, dans les ruelles du Panier ou au bord des quartiers nord. Voilà, c'est Marseille. Marseille, une carte postale, quoi. Marseille, quoi.
s'achemine vers la fin de cette émission. Entretien avec Gérald Chéreau. On a pas mal lu des morceaux d'instantané, instantané au pluriel, poésie aux éditions Cécile Langlois. Voilà. Gérald, c'est vraiment assez intense comme morceau de vie, tout ce que tu racontes, et puis tout cet épisode psychiatrique, et puis l'amour. Et peut-être on peut terminer avec l'amitié aussi, parce que... C'est pas que de l'amitié, c'est de l'amour. J'aime mon loulou, j'aime un homme, mais j'aime un homme... Comme on va le comprendre en lisant d'ailleurs ce que tu lui dédies. Il est où d'ailleurs cet homme? Il veut pas qu'on parle de lui. Dans le fin fond de la forêt de Brocéliande, chez Merlin l'Enchanteur, chez le Chevalier Arthur, chez les Morgane, Viviane. Donc avec un peu de chance, il écoute pas. Non, il écoute pas. Non, il est au fin fond du Morbihan, à la limite de les Vilaines. Mais il a vu le texte que tu lui as consacré. Ah, bien sûr, c'est mon pote, c'est Loulou. Quoi. Voilà, donc Loulou, à toi mon Loulou, le roi des marlous. Je t'aime comme un fou, toi ma vieille peau, toi mon vieux pote. Tu as fait la route, tu n'aimes pas le foot. Pourtant tu es mon poteau, le chaman de Concoré, le marabout de Brocéliande. Tu as un esprit plein de sagacité dont la fée Viviane est friande. Tu bois comme un trou, t'es pas mal fou, sache que tu es l'homme de ma vie, bien que jamais je ne veux de ton zizi. Tu ne bois pas de champagne, tu vis à la campagne, tu touches la côte aux rêpes, mais tu n'es pas une crêpe. Tu accueilles tous les routards, qu'ils soient dans la nuit très tard ou tôt le matin. Il y a toujours de la place pour un malin, tu écoutes les Rolling hibou. Tu es copain avec Laurent qui n'a pas le cerveau lent. Ton meilleur ami est Papal qui a toujours la dalle. Tu es pote avec Paco qui est tout sauf un zigoto. Loulou, un jour proche, tu te caleras sous un Porsche au volant d'une somptueuse Porsche au bras d'une magnifique gypsy avec qui tu partageras l'Eucharistie. Voilà, Loulou de Gérald Chéreau dans cet album qui s'intitule Instantané. Merci Gérald d'être venu sur la colline. On peut trouver mon recueil de poèmes sur internet, sur la Fnac, sur Amazon, sur Cultura, sur Rue des Livres, que je vends au prix de 10 €. Franchement, c'est pas grand chose. Et donc il est à la Fnac aussi, tu dis? À la Fnac, sur Amazon, Rue des Livres, Cultura, Des Citres, Le Petit Furet, Le Petit Futé, je sais pas quoi là. À la Fnac, Amazon. Et des librairies dans le coin aussi, non? Il y a Oraison, on le trouve en librairie, au bureau de tabac et à la librairie, D'accord. Chez Marjorie, au bureau de tabac, chez Marjorie. Ouais. Bon, bonne chance dans ta vie d'auteur. Merci Alex. À bientôt. Bientôt Alex. Dankeschön.